persévérance, votre facilité, votre détermination et votre audace. S'en est suivi la remise des prix Excellencia par la présidente de la Fondation DNT, la distinguée première dame. La jeunesse sur qui la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi a investi dans les volets éducation s'est dit fière d'en être bénéficiaire pour le développement de la RDC. Je suis vraiment très joyeux, je ne vais pas vous mentir, et même ému de recevoir la bourse Excellencia. C'est vraiment un accomplissement de tous mes efforts personnels et de l'encouragement de toutes les personnes qui m'entourent. Et donc la bourse Excellencia est une chance, si je peux le dire pour moi, une grâce aussi de pouvoir faire des très bonnes études dans des bonnes universités du monde pour pouvoir acquérir des connaissances pour développer les différents secteurs de notre pays. Les boursiers Lualaba Bora, déjà c'est un programme qui a été initié en 2023. La particularité c'est que c'est la province pilote du Lualaba qui a eu à susciter un partenariat avec la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi dans le cadre du programme Excellencia pour pouvoir former les nouveaux diplômés. Question de pouvoir obtenir des bourses dans des domaines spécifiques au développement de la province du Lualaba. Un grand merci à la très distinguée première dame, à son excellence Madame la gouverneure Fifi Masuka Saini. Effectivement, avec mes études en France, je n'ai pas l'occasion de connaître les réalités que l'on retrouve justement ici au pays, d'où mon stage. J'ai acquis des connaissances là-bas, des nouvelles méthodes, mais comment les appliquer directement ici? Pour ça, je ne peux pas attendre de finir mes 5 ans d'études, d'où le fait de revenir après chaque année pour venir palper la réalité sur terrain. Cet événement marque l'entrée officielle de ces 74 nouveaux lauréats dans la prestigieuse famille Excellencia. 316 boursiers au total ayant jusqu'ici bénéficié de ces prix Excellencia sont répartis dans 4 différents pays, dont 205 boursiers en RDC, 65 en France, 38 au Maroc et 5 aux États-Unis d'Amérique. C'est depuis 2019 que la Fondation Denis Nyakero Tshisekedi organise ces concours dénommés Bourse Excellencia dans son volet éducation. Et puis cette question qui taraude les esprits des usagers de la route. Avez-vous déjà vu les feux de signalisation sur l'avenue des Huileries? Eh bien non, il n'en existe presque pas selon les Quinois. Si au boulevard du 30 juin, les panneaux de circulation et feux de signalisation existent sur l'avenue du 24 novembre, ces feux ne marchent pas. Nos reporters ont fait la ronde. Suivez ce reportage de Gaëtan Magalano et José Dimonekeme. Déjà en dessous du saut de mouton au croisement de l'avenue de Libération ex 24 novembre et Chaoumba, le feu de signalisation ne marche plus. Ces poteaux muets servent qu'à la décoration ici. La circulation dépend du bon vouloir de roulage, parfois à couteau tiré, avec le chauffeur. Situation similaire le long du boulevard Lumumba, où panneaux de circulation et feux de signalisation s'y font rares. Une rareté consommée le long de l'avenue des Huileries. Absence de panneaux de sens interdit, de marquage au sol pour un stationnement payant ou pour une limitation de vitesse réduite en ville. En vérité, je n'ai vu aucun panneau de signalisation. Ça aide les usagers de la voie publique et nous épargne des accidents. Certains chauffeurs ne connaissent pas le code de la route. Pour le chauffeur taxi, cette situation devient insupportable. Nous nous sommes adaptés à cette situation. Nous privilégions plus le fair play. Il nous faut une mise en place d'une bonne politique en la matière. Nous prenons plus de sens unique. Certains Congolais s'y font experts et produisent même des conseils au gouvernement. Ici, je pense que c'est possible de construire un panneau qui traverse tout le tronçon, du moins la route, qui pourrait en même temps signaler à ceux qui sont de ce côté et de ce côté-là, afin qu'il n'y ait pas de collision. Des panneaux qui ont choisi qu'une seule voie dans toute la capitale Kinshasa, les boulevards du 30 juin. C'est parmi de rares points de la capitale Kinshasa où tout semble réglo. Feu de signalisation, mais aussi de panneaux de circulation. Pendant ces temps, l'opinion s'y pose un certain nombre de questions.
Quelle serait la ville en absence totale de panneaux de circulation? Quelle est la politique gouvernementale pour réglementer la circulation à Kinshasa? Autant de questions sans réponse. Et puis la chute de Dikolongo est capable d'alimenter en électricité le territoire de Lubudi et régénérer en même temps des recettes. Dominique Munongo, rapporteur adjoint de la Chambre basse du Parlement, lance un appel aux partenaires pour valoriser ce site touristique. Anim Balaka. La chute des Dikolongo, un lieu touristique oublié, cet espace de rêve d'environ 45 mètres de haut, situé à 11 km de Lubudi dont le Lualaba, n'est aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Le barrage hydroélectrique qui s'y trouve est aujourd'hui dans un état de délabrement très avancé. Informé de cette situation, le rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, Dominique Inamizi, est arrivé sur place pour palper du doigt la réalité. Une occasion pour cette dame de fer appel aux partenaires pour améliorer ces sites. Comment ça peut nous permettre même d'avoir de l'électricité? Nous avons besoin de partenaires pour être autonomes. Alors, sur le plan énergétique, c'est très important. Même sur le plan de tourisme, je crois qu'on peut améliorer ce site qui pourrait nous permettre de faire entrer des recettes ici au territoire de Lubudi. De l'autre côté, l'hôpital général de Lubudi respire également la vestuté. On note, hormis la dégradation du bâtiment, les arriérés des personnels soignants, les manques des médicaments, la problématique de la banque du sang, l'équipement médicaux et autres. Devant ces difficultés, la princesse Inamizi a mis à la disposition de cet hôpital une enveloppe consistant pour la prise en charge des enfants souffrant d'occlusion intestinale. Les rapporteurs adjoints a également mis à la disposition de la population une morgue pimpa neuve. Notant que lors de son séjour dans ces coins du pays, l'honorable Inamizi a remercié les riverains de Dikolongo, sa base électorale, avant de les exhorter à investir activement dans les activités champêtres, la seule richesse intarissable. 48 heures après son élection comme premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala se félicite du choix porté sur sa personne par le président de la République, Félix Tshisekedi. Il s'engage également à faire de la diplomatie des intérêts de la République. Francine Atomissi pour ce reportage. C'est un combattant de la démocratie et des bonnes gouvernances de premières heures qui fait son entrée au bureau du Sénat de la 4e législature. Le désormais premier vice-président du Sénat, José Kalalawa Kalala, rend le premier hommage au garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le choix de la raison portée sur lui. Le premier vice-président s'engage à travailler pour le rayonnement de la diplomatie parlementaire pour un Sénat compétitif. S'agissant des questions législatives, je veillerai à une production législative efficace et dynamique qui touche aux attentes de notre peuple, notamment sur le volet socio-économique et sécuritaire. S'agissant des relations avec la Cour constitutionnelle, je travaillerai pour le maintien des échanges avec la Haute Cour de notre pays dans le but de résorber les problèmes qui pourraient se poser dans le cadre du processus d'élaboration des lois et du contrôle de la constitutionnalité de celles-ci. Quant aux institutions d'appui à la démocratie, la vision que nous partageons pour notre pays repose sur l'essor des institutions d'appui à la démocratie qui en sont les piliers. À cet effet, je m'engagerai à soutenir et à renforcer leur rôle dans la société, à s'assurer qu'elles fonctionnent de manière transparente, efficace et impartiale, et qu'elles remplissent pleinement leur mission de sauvegarde des droits et des libertés de tous les Congolais. Je contribuerai à l'amélioration des conditions de travail des différents caucus des honorables sénateurs ainsi que des groupes politiques. Homme de valeur, le premier vice-président José Kalalawa Kalala est un élève modèle de la politique d'Etienne Tshisekedi Wamulumba Derez Mémoire, dont les idéaux sont pérennisés aujourd'hui par son fils Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Le but est de rationaliser la gestion des effectifs. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a procédé en présence de son collègue de l'Intérieur à la signature du cadre et structure organique de l'inspection générale de la territoriale. Nadine Kilosho, Cédric Kenina, Moki Malouma.
Soucieux de doter l'inspection générale de la territoriale d'outils modernes de gestion, le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a procédé à la signature du cadre et des structures organiques de l'inspection générale de la territoriale en présence du vice-premier ministre en charge de l'intérieur Jacques Machabani. J'espère que ça va permettre à l'inspection générale de la territoriale de faire de meilleures performances avec ce nouveau cadre organique. Dès notre arrivée au ministère, nous leur avons fait savoir que nous comptons nous appuyer sur eux parce que la gestion de la territoriale est une question très importante. Cet instrument élaboré en commission mixte par les experts de ces deux administrations va servir de boussole dans la transformation du mode de gestion des ressources humaines de l'État et servir d'outil de référence pour satisfaire aux impératifs de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Le président de la République a mis parmi ses priorités, ses axes stratégiques, l'amélioration de la qualité de service public. Comment peut-on alors réussir cette mission sans avoir un cadre revisité, dépoussiéré, avec des missions réfixées, des missions claires pour l'inspection générale de la territoriale qui est un service clé dans le fonctionnement de notre pays, un service clé dans la gestion de l'État. Gérer un espace, administrer un État, suppose au préalable de l'organiser. C'est dans cette optique que le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Liaou, a doté l'inspection générale de la territoriale, sous tutelle du ministère de l'Intérieur, d'un nouveau cadre et des structures organiques pour répondre avec succès aux objectifs liés à la mise en œuvre de la réforme de la fonction publique, qu'à ceux relatifs à la réforme de l'administration territoriale de la RDC. Je l'ai dit en titre, après le lancement de la première phase des PEDEL 145 territoires, le gouvernement congolais va lancer la deuxième phase du volet route des dessertes agricoles des PEDEL 145. C'est le but de la troisième réunion ordinaire du comité opérationnel national des PEDEL 145, une réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre du plan Guilain Nyembo Peggy Mukunda, Tony Djouma. Déterminé à la concrétisation de tous les volets alignés dans les différentes composantes prévues dans la première édition du programme de développement local PEDEL de 145 territoires, programme initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Voir dans quelle mesure les volets routes des PEDEL de 145 territoires pourraient être lancés afin de proposer une feuille de route à suivre pour le lancement des autres composantes et volets du programme. Autant d'objectifs poursuivis au cours de la troisième réunion ordinaire du comité opérationnel national du PEDEL 145 territoires, présidé par le vice-premier ministre, ministre du plan, Guilain Nyembo. Il fallait redynamiser ce programme qui est très important pour notre pays parce que c'est un programme qui résume bien la mise en œuvre de la vision du chef de l'État, voir le niveau d'exécution tant physique que financière du projet. Et à partir de là, évoquer toutes les difficultés rencontrées dans les projets et projeter bien entendu la poursuite, comme je disais, la redynamisation du projet. Comme vous avez entendu, on a évoqué l'urgence pour la phase des routes agricoles pour nous permettre, comme vous le savez, la question de la diversification est très importante pour notre pays, est en train d'être évoquée déjà et sur la table du gouvernement. Donc nous voulons que nous soyons en phase avec ça. Cette session a permis aux membres du comité national du PEDEL, notamment les ministres sectoriels, les agences PNUD, CFF et BCECO, de dresser l'état de lieu du programme et d'échanger sur son importance. Une occasion pour les membres de ces agences d'expliquer en long et en large à l'Assemblée l'état d'avancement du programme au cours d'une projection des différentes réalisations en termes d'infrastructures et d'ouvrages dans de nombreux territoires de provinces concernées. Ils ont également fourni des détails sur les fonds décaissés et les obstacles rencontrés sur terrain. Ajoutez à cela les témoignages des bénéficiaires du programme, également les propos des membres de suivi du programme des territoires ciblés. Le 44e sommet de la SADC va se tenir à Harare, au Zimbabwe. Les travaux préparatoires vont bon train. Le ministre de l'intégration régionale a conféré avec ses collègues des autres pays membres. Un reportage de Willy Atunakov, notre envoyé spécial.
En prélude de ce sommet, il s'est ouvert au New Parliament Building, ici sur place, une réunion des conseils des ministres des 16 pays membres de la SADC, Communauté pour le développement de l'Afrique australe. La République démocratique du Congo prend part activement à ces conseils par une délégation restreinte avec à sa tête le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu. Les thèmes de ces sommets, promouvoir l'innovation en vue de découvrir de nouvelles perspectives de croissance et de développement durable en faveur de l'industrialisation de la SADC. Ce qui explique justement la présence dans ces conseils du ministre congolais de l'industrie et du développement des petites et moyennes entreprises, PME, Louis Watum Kabamba. Dans son mot de bienvenue, le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Mpedi Magossi, a évoqué les problèmes majeurs qui freinent le développement de la région, entre autres à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie est. À ce sujet, le secrétaire exécutif de la SADC a réitéré l'engagement et le soutien indéfectible de la SADC par la diplomatie agissante et par les opérations militaires en cours menées par les troupes de la SADC aux côtés des vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo pour sauvegarder l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Plusieurs chefs d'État sont attendus ici à Harare, selon les sources diplomatiques zimbabwéennes, dont celui de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est au cours de ce sommet également que le président en exercice fait mandat, l'Angolais Joao Lourenço, passera le bateau de commandement à son homologue zimbabwéen, Emerson Mnangagwa. Ça sera donc au cours d'une traditionnelle cérémonie de passation de pouvoir. Depuis Harare au Zimbabwe, Willy Atunakov Kapumba Bangalala et toute l'équipe technique qui nous accompagne pour la RTNC. Et puis les membres de l'organisation du mouvement citoyen section Sud Kivu sont appelés à vulgariser le processus du PDDRCS dans la province du Sud Kivu, un appel lancé par le coordonnateur national intérimaire William Kapuku au cours de l'entretien qu'il a accordé justement à cette délégation. Peggy Mukunda était présente. En séjour à Kinshasa, la délégation de l'organisation du mouvement citoyen section du Sud Kivu a été reçue par le coordonnateur national ad intérim du PDDRCS, M. William Kapuku Boisbois, à côté de son adjointe en charge de l'administration et finances, Mme Sylvie Kayomo Bay. La délégation a été informée sur le programme DDRCS et son volet de réintégration communautaire. Les hôtes du PDDRCS sont appelés à être les ambassadeurs de paix et de stabilisation par la vulgarisation de la stratégie nationale du programme et la sensibilisation des communautés, particulièrement celle du Sud Kivu. On a compris qu'on doit être les ambassadeurs de ce programme pour aller vulgariser partout dans la partie est de notre pays, mais également dans la province du Sud Kivu où il y a des groupes armés, d'intégrer la vie communautaire afin de contribuer au développement de notre province. Nous avons promis au coordonnateur que nous allons nous mettre en œuvre pour qu'ensemble nous puissions sensibiliser les gens pour que notre pays ait une paix durable et que tout le monde puisse travailler pour le développement de notre pays. Une démarche très appréciée par les deux personnalités du PDDRCS et ont promis de collaborer ensemble pour la concrétisation des projets de pacification dans l'est du pays. L'RDC sera bientôt la plaque tournante dans le stockage des données. Open Access Data Center. Kinshasa sera ce vaste centre d'échange des données via les autoroutes informatiques. Un reportage d'Angèle Mabiala. Il s'agit d'un centre de classe mondiale qui sera installé à Kinshasa, Open Access Data Center, OADC, et ce méga centre de données construit dans le but de répondre à la demande croissante dans la région en tant qu'écosystème pour permettre aux opérateurs de télécom, aux fournisseurs d'accès Internet, aux collectivités, institutions politiques et financières de fournir les plus hauts niveaux d'opérations et services clients en RDC. L'ouverture de ce data center est en fait une des conditions pour la création et le développement d'une économie numérique en RDC. Et c'est bien d'ailleurs ce qu'a voulu le président de la République en inscrivant l'ouverture de data center au Congo comme une des pierres angulaires de ce plan. C'est un premier pas pour la RDC
vous regardez les vidéos en YouTube, ou vous browsez sur les websites, ou vous écoutez de la musique. Tous ces trucs sont hébergés dans des serveurs. Et ces serveurs sont hébergés dans des data centers. L'OADC Kinshasa est conçu selon les normes internationales et offre près de 1000 mètres carrés d'espace blanc informatique. À l'heure de la révolution numérique, la République démocratique du Congo croit dur comme fer que cette infrastructure constitue la première étape du déploiement d'un réseau panafricain évalué à près de 500 millions de dollars américains, et elle a un ensemble de plus de 20 centres de données en accès libre construits selon les normes requises. La demande croissante dans la sous-région de ce type d'infrastructure place la RDC en pole position dans la réduction de la fracture numérique avec l'arrivée de 2 nouveaux câbles sous-marins, Equano et Africa. L'assainissement du secteur foncier passe par la loi, par le respect de la loi. C'est autour de 5 axes que le ministre d'État aux Affaires foncières s'est exprimé devant les conservateurs des titres immobiliers et chefs de division du cadastre de la partie Grand Kivu et Grand Oriental, où règne un désordre qui ne dit pas son nom. Eric Kabamba nous en dit plus. Les conservateurs de titres immobiliers, le chef des divisions du cadastre de province du Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Otuele, Bazuele et la Chopo ont été reçus par la ministre d'État, ministre des Affaires foncières à Kassabandoubou Lambongo, ce mardi 13 août 2024 au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement de la commune de la Gombe. Prenant la parole, le secrétaire général aux Affaires foncières Gérard Mugangou a remercié la ministre d'État pour cette initiative louable en appliquant la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'assainissement dans le secteur foncier en RDC et la politique du gouvernement que dirige la première ministre Judith Suminwa. Devant ces cadres, la ministre d'État Kassabandoubou Lambongo a demandé une minute de silence pour le CTI des Kalemi décédé récemment. La patronne des affaires foncières, dans son exposé, a déclaré que 5 objectifs, à savoir l'assainissement du secteur foncier, la maximisation de recettes, la réduction des conflits fonciers, l'amélioration de la gouvernance foncière et redorer l'image de l'administration foncière de la communauté. Nous voulons vraiment mettre de l'ordre dans les secteurs en apportant une touche nouvelle, des innovations, mais aussi en allant dans le sens du respect strict de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est vrai que la loi, parfois, elle est corsée, elle est dure, mais elle reste la loi et je tiens à son applicabilité. Les conservateurs des titres immobiliers des chefs de division du cadastre de ces provinces sont appelés à s'abstenir de toutes les antivaleurs. Dans le prochain jour, elle va devoir recevoir ceux de l'espace Grand Kasaï, Mongala, Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Tchouapa et la province du Maniema. Et de son côté, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, va se rendre dans la province du Maïndombe. Elle a dit au député national Abdon Etina qui lui a parlé de la situation humanitaire après les accidents survenus récemment. Edith Chala. Après avoir apporté son assistance aux populations victimes d'accidents répétitifs à Maïndombe, Abdon Etina est venu solliciter l'aide du gouvernement de la République auprès de la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, pour une prise en charge urgente de ce grave cas d'accident, tel qu'expliqué par le père de la victime. Il est tombé du manguier, un morceau d'arbre l'a perforé le ventre. Il est grièvement blessé. Il faut une assistance des personnes de bonne volonté pour sauver la vie de cet enfant. Après le plaidoyer du député national Abdon Etima, la ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, a répondu favorablement à la demande en conformité avec la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, le peuple d'abord et la détermination du gouvernement souminois. Leur prise en charge était vraiment difficile. Les parents m'ont appelé, je suis allé sur place, j'ai pris en charge ce qu'il fallait, mais il y a de sérieux problèmes post-opératoires. J'ai pensé qu'il fallait l'intervention de l'État. C'est comme ça que j'ai amené les parents voir la ministre des Affaires sociales pour la prise en charge du gouvernement. Aziza Mounana promet de descendre dans le tout prochain jour à Maïndombe pour apporter assistance humanitaire à plusieurs milliers de sinistrés. Sachez aussi que le ministre du Portefeuille a déployé d'intenses activités dans quelques sites de la capitale où les travaux de réhabilitation des infrastructures de base sont en train d'être exécutés par l'Office national des transports tout le long de la corniche du majestueux fleuve Congo. Pierre Mbouillou. Le ministre du Portefeuille, Jean-Lucien Boussa, fait de la relance des entreprises publiques l'une des articulations phares de sa feuille de route gouvernementale. Fort de cet esprit managérial de haute portée républicaine, il a effectué une visite d'inspection
dans certaines installations modernisées et infrastructures en pleine construction de l'Office national des transports ONATRA. Tout a commencé au centre médical spécialisé CMS, une institution hospitalière moderne qui offre ses multiples services médicaux aux agents écrans de cette entreprise du portefeuille de l'État. Après avoir visité les différents compartiments du CMS, le ministre Boussa a encouragé le membre de la direction générale de l'ONATRA. Juste après, cap vers le port de Kinshasa, où le ministre du portefeuille, accompagné d'un panel d'autorités de l'ONATRA, a palpé les travaux de construction des magasins modernes dans ce site qui héberge plusieurs entrepôts et chambres froides. Enfin, le ministre s'est rendu au Beach Ngobila, ce grand pôle économico-portuaire du pays qui est en train de subir sa tire de jouvence avec les travaux de construction du quai flottant pour le bonheur des usagers fluviaux des dérives du majestueux fleuve Congo. Les modèles économiques que j'ai trouvés ici, pilotés par les experts, les modèles économiques assez intéressants, qui renforcent notre indépendance en termes d'initiative. Et donc c'est pour cette raison que je n'hésiterai pas à féliciter cette administration de l'ONATRA, la direction générale en particulier, le cadre agent de l'ONATRA, pour cette implémentation réussie de la vision du président de la République. Tout en saluant ce leadership managérial de la direction générale de l'ONATRA, le ministre s'est engagé à accompagner cette entreprise du portefeuille de l'État dans les processus de la relance de toutes ses activités multisectorielles. Près de 1200 employés de l'entreprise Chuturu Mining dans la ville de Likasi sont menacés de chômage. Ces derniers sont victimes d'une saga judiciaire entre leur entreprise et le Conseil de l'ordre des barreaux de Matete qui exige une somme exorbitante comme frais d'honoraires. Selon les travailleurs, ces avocats véreux perturbent le fonctionnement du travail avec pour conséquence l'impaiement et la suspension. Mireille Ndeke. Des pneus brûlés devant l'entrée principale de l'entreprise dont la fumée s'est fait voir à plusieurs mètres de là. Les agents de l'entreprise minière Chuturu Mining Corporation SRL, SEMCO en sigle, située dans la commune de Chuturu à Likasi, dans le Haut-Katanga, ont exprimé leur ras-le-bol face à ce qu'ils qualifient d'un acharnement mettant ainsi en péril leur emploi. À l'origine de ce malentendu, un conflit d'honoraires entre SEMCO SAS et un avocat du Conseil de l'ordre du barreau de Matete à Kinshasa, dont l'entreprise avait sollicité le service. Il exigera un montant exorbitant s'élevant à 3 500 000 $ américains et 45 milliards de francs congolais. Débutera alors un saga judiciaire avec comme conséquence à ce jour la saisie conservatoire de certains biens et immeubles de la société dans une procédure qualifiée d'expéditive par le syndicat de SEMCO. Cette saisie n'a pas épargné le produit minier, le véhicule ainsi que le compte de la société, ce qui a entraîné l'impaiement des agents et la suspension de plusieurs autres avantages. Une situation qui met en danger près de 1200 employés et qui risque de plonger plusieurs ménages dans la précarité. Que le travail continue. S'il y a à payer, qu'on n'en arrive pas à la saisie, les délégués syndicaux en appellent de leur côté aux autorités compétentes, dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui tient à la promotion d'une classe moyenne, gage du développement économique du pays. Il y a un groupe de gens non identifiés qui vient chaque fois sceller l'entreprise. Ainsi, nous demandons à l'autorité numéro 1, le chef de l'État, de s'impliquer dans cette affaire afin que les travailleurs se retrouvent dans leurs droits. Malgré une somme de plus d'1 million de $ américains déjà payés à l'avocat et les avis contraires du Conseil national de l'ordre, c'est une mesure qui pèse sur la société en mettant de nombreuses familles en danger. Vernissage du livre La fragmentation expliquée dans la relation Rodrilex à Lubumbashi. Le recteur de cette université a été représenté par le secrétaire général chargé des recherches. Reportage. C'est au nom du recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishibafitula, que le professeur Malemba, secrétaire général chargé des recherches, a procédé ce mardi 13 août 2024 à la cérémonie de vernissage du livre La fragmentation expliquée dans la relation Rodrilex, un livre de Boniface Kalunga, chercheur indépendant qui collabore avec la faculté des Polytechniques de l'université de Lubumbashi. Ce livre traite principalement des techniques d'extraction des minéraux
L'auteur aborde de manière détaillée la planification du forage jusqu'au minage en passant par les notions géologiques des gisements et les propriétés mécaniques des matériaux. La présentation du livre a été saluée par plusieurs académiciens, dont le professeur Léon Ilunga, qui en a fait une brève introduction, ainsi que le professeur Freddy Bakwala, qui a réalisé une présentation scientifique de l'ouvrage. Parce que de tout temps, quand vous posez la question à tous ceux qui exploitent les mines ici, il y a plusieurs mines ici à ciel ouvert qui exploitent le cuivre et le cobalt, il n'y a pas une théorie qui vous permet de définir les paramètres de forage où que ce soit. Mais nous avons permis de définir les paramètres de forage en fonction de l'explosif utilisé, ça c'est un, en fonction du diamètre du trou et en fonction de la dureté de la roche. Ça c'est une technologie RD congolaise que nous devons encourager. Ce livre, sponsorisé par BKM Consulting et Services SARL, s'annonce comme une ressource précieuse pour les étudiants et les professionnels du domaine minier. La Sokimo va d'ici peu produire son premier lingot d'or après plusieurs décennies pour ses exploits et ses loyaux services rendus à la nation. Son directeur général a été honoré. Un prix d'honneur lui a été décerné. Christine Lenzo, Simon Kankolongo. La 13e édition du trophée Bravo X spécial Poulma Lebo, organisé dernièrement à Sultani Hotel à la Gombe, était une réussite. Au cours de cette cérémonie, 15 lauréats au total, venus du Congo-Brazzaville et ceux de Kinshasa, étaient primés dans plusieurs domaines de la vie. En plus du secrétaire général de la présidence, du DG de l'ECG à Brazzaville et des recteurs de l'UCC et ULK, il y a le directeur général de la Sokimo, Pistis Bonongo Tokole, qui a été primé pour sa bravoure, son dynamisme et ses loyaux services rendus à la République. D'où ce trophée lui remis dans son bureau, des mains propres du coordonnateur. Bravo X Farouk Maumbala, un trophée représentant les prix du mandataire public. En recevant ces prix, j'éprouve un sentiment de joie et de grande responsabilité. Tout l'honneur a été pour moi de recevoir ces prix que je dédie à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Et en même temps, j'ai saisi l'occasion pour solliciter l'accompagnement de l'État congolais, des partenaires et de tous les travailleurs de la Sokimo SA pour que cette entreprise mérite d'être de nouveau nominée. C'est grâce à ses performances que cette structure a pu dénicher Pistis Bonongo Tokole, qui s'est toujours démarqué par sa détermination de relever la Sokimo. Cette entreprise restait plus de 2 décennies sans produire de l'or. Avec son arrivée, le pays va avoir son premier lingot d'or d'ici 2025. Enfin, pour terminer, il faut une bonne collaboration entre la police nationale congolaise et la population pour la sécurisation assurée, une sensibilisation des animateurs de la société civile. La population s'avère importante pour l'établissement d'un diagnostic local de sécurité. Rodépanda. Durant 2 jours à Maluku et 2 autres jours au centre-ville de Kinshasa, la société civile, les agents communaux, les commissariats de la police nationale congolaise, commerçants, motards, enseignants et la presse étaient sensibilisés sur l'établissement d'un diagnostic local de sécurité ainsi que sur l'élaboration, l'exécution et suivi d'un plan local de sécurité. Tour à tour, Clovis Kada, chargé du programme et suivi au réseau de la réforme sécuritaire et justice, les commissaires supérieur principal Rigobert Mbomam de la cellule Réforme PNC ont présenté l'importance de la collaboration police-population pour des résultats efficaces. C'est vraiment nécessaire que la population soit en contact avec la police. Une police ne peut œuvrer sans population. Il fallait de tels genres de forums pour que chacun se sente à l'aise et quand on est ensemble comme ça, je pense même les informations vont circuler. Plusieurs réformes sur la police congolaise ont déjà été enregistrées avec proposition
issus de la base, mais qui demeurent sans impact faute de manque criant d'exécution, ce qui retarde l'instauration d'une police de proximité, situation décriée par la population de Maluku. Néanmoins, l'implication et le rôle de toutes les parties prenantes à la gouvernance sécuritaire et budgétaire contribuera avec efficience dans l'intervention de la PNC en vue de garantir la quiétude de la population. Objectif que s'est assigné ce partenariat de terrain entre les structures Just Future RSJ sous le financement du CONARED. En réalité, nous étions au nombre de 7 quartiers et les mêmes problèmes se répercutent dans tous les quartiers. Et nous avons trouvé comment avoir des résultats par rapport aux problèmes ressortis et des recommandations que nous allons mettre à la disposition des autorités dans les prochains jours afin d'avoir des résultats dans les délais. À l'étape du centre-ville de Kinshasa, comme à Maluku, les différents intervenants ont martelé sur la responsabilité de tous pour la sécurisation de nos entités, tout en mettant en exergue le problème récurrent des quartiers Aketi, Boyoma et Diallo. Et c'est communiqué avant de boucler complètement ce journal. Le conseil d'administration et la direction générale de l'Institut congolais pour la conservation de la nature portent à la connaissance de l'opinion publique congolaise en général et en particulier au domaine agro-industriel présidentiel de l'ANCELE, d'AIPEN en sigle, ainsi qu'aux conservateurs des titres immobiliers de la circonscription foncière de l'ANCELE, que le parc de l'ANCELE a été créé et délimité par l'ordonnance numéro 83-110 du 3 mai 1983, modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 20-149 du 29 décembre 2020. Par conséquent, aucun dirigeant, agent de l'ICCN, d'AIPEN et Cadastre n'a la qualité d'organiser une commission sur la délimitation du parc, étant donné que seul le président de la République, chef de l'État, peut modifier les limites du dit parc par une ordonnance présidentielle. Tant que cela n'est pas le cas, il est strictement interdit à quiconque de participer à une activité allant dans ce sens. Celui qui se retrouvera dans cette situation subira toute la rigueur de la loi. C'est un communiqué signé par le directeur général Milan Ngangai Yves et Mikobi Maïnda Bernard. Et puis cet autre communiqué, dans un communiqué signé le 9 août dernier et dans le cadre de la maximisation des recettes publiques, le cadastre minier rappelle les titulaires des droits miniers et aux carrières repris sur la liste disponible sur son site web qu'ils avaient fait l'objet de constats de non-paiement des droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice 2024. À cet effet, il informe les titulaires concernés que conformément aux dispositions de l'article 287 alinéa 2 du Code minier, le délai de présentation des moyens de défense est à ce jour forclos. Par conséquent, les titulaires non en règle de paiement de la totalité des droits superficiaires annuels seront déchus de leurs droits conformément à l'article 289 du Code minier. C'est un communiqué signé par le directeur général du cadastre minier, Popol Mabolia Yenga. Enfin, ce communiqué de la Régie des eaux qui informe ses abonnés de la partie nord et de la ville de Kinshasa desservie par son usine de traitement d'eau potable de Njili, que la livraison de l'eau potable dans cette partie sera interrompue ce jeudi 15 août 2024 à partir de 8 heures jusqu'à la fin des travaux. Cette interruption fait suite aux travaux de réparation d'une fuite importante sur sa conduite principale en acier DN300 au croisement des avenues Mokali et Zeka à Kingasani, commune de Kimbanseke. Par conséquent, les quartiers repris ci-dessus sont concernés par cette interruption de fourniture en eau potable. La Régie des eaux prie les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément. Merci à Angèle Mabiala qui a réalisé ce journal et qui souffle sur une